Oui, on les retrouve, nos chers invités pour la suite. Firbete Kouagbo, Gerbe Pouli et Komi Valentin Mayaba. On parlait du Centrafrique, le Bitcoin qui est devenu monnaie officielle techniquement. Est-ce que, Komi Valentin Mayaba, les Centrafricains maîtrisent le contour du Bitcoin? Non, je crois que quand vous suivez un peu la loi, cette loi-là qui a été votée À l'Assemblée nationale. Ouais, il y a eu quand même beaucoup de questions qui se sont posées. Aujourd'hui, je crois que cette loi, quand elle a été adoptée, c'est au bénéfice des Centrafricains. Je l'ai dit tantôt. Et contrairement à c'est vrai que l'opposition n'est pas trop représentée à l'Assemblée nationale. C'est vrai, quand vous comme parlez d'habitude de l'opposition, moi, je dis que dans tous les pays, l'opposition n'a jamais, surtout africain, l'opposition, à mon avis, a été toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui arrange, voilà, est toujours absente là où il y a de bonnes décisions à prendre, là où ça arrange l'intérêt supérieur de la nation est mis en jeu. Il faut tout faire pour tisser, comment l'appelle-t-on, l'accord du bas, quoi. C'est-à-dire que ramener les choses en deçà pour qu'on puisse parler de... Est-ce que c'est l'opposition ou bien les oppositions qui refusent d'être là où les décisions, les bonnes décisions, comme vous le dites, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'opposition, là où ça doit arranger pour tout l'ensemble pour tout l'ensemble du territoire ou de l'ensemble de la nation, ils seront absents. Ici, ça se voit. Là où il faut se mettre ensemble, les gens préfèrent rester en aparté pour décider d'autres choses. Et souvent absent des grandes décisions. Ça a été toujours comme ça. Quand vous regardez même en Gambie, en Guinée par exemple, ça a été toujours comme ça. Les oppositions africaines cherchent toujours à mettre les bâtons dans les roues. En Guinée-Conakry, vous voulez dire? Oui, je veux parler de Guinée-Conakry. Okay. En même temps, par rapport à ce que Firmin disait tantôt pour parler de la monnaie, le problème africain n'est pas un problème de la monnaie, je m'inscris en faux. Parce que quand vous regardez un peu, prenez les pays francophones par exemple aujourd'hui, vous allez voir que leur niveau de développement par rapport aux francs CFA, par rapport à ceux qui ont créé leur propre monnaie, il y a un décalage. Et c'est ça justement qu'on a appelé... Décalage entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, par exemple. Effectivement, vraiment. Donc quand vous prenez par exemple, c'est pourquoi ils l'ont qualifié de monnaie de servitude. Parce que vous utilisez une monnaie qui n'est pas de vous et qui est dépendante d'un autre pays qui vient vous imposer le dictat. Donc il faut sortir de cette situation. Ça fait, il a dit un truc aussi qui est intéressant en disant que c'est un outil de développement. Mais en même temps en disant que ce n'est pas un outil essentiel, je m'inscris en faux. Parce que pour faire le développement, c'est tout un ensemble. Parce que tu ne pouvais pas prendre une seule entité pour parler d'un développement. Ici, moi, ce qu'il faut, je vais dire pour conclure, peut-être sur cet aspect. Avant de conclure, est-ce que ce pays est prêt aujourd'hui pour une nouvelle monnaie? Prêt aujourd'hui, c'est que moi, je pense que c'est un processus. Ils ont lancé un processus. Il faut quand même leur accorder le temps qui est dévolu. Parce que quand on parle d'une loi qui a été votée aujourd'hui, les gens feront tout pour amener les gens à s'habituer de l'utilisation de cette monnaie-là. Et ce qui est important, je le disais d'abord, c'est démarquer des autres pays. On a dit ici que c'est 2 pays au monde qui sont en Salvador et Centrafrique. Bon, maintenant, les résultats qu'on attend de cette monnaie, tout le monde connaît. Et Douadéra aujourd'hui veut marquer, puisque vous connaissez, comme nous le disons, le Centrafrique est sorti d'une situation, vit une situation précaire. 80% de la population a été, de la population conquise par, je crois, les Russes, au détriment du territoire. Du territoire. Je me dis aujourd'hui que si on ne crée pas d'autres mécanismes pour amener les peuples centrafricains à se mettre ensemble autour d'une seule, autour d'un seul concept justement, pour amener le développement, ça risque de créer d'énormes soucis. Parce que crypto-monnaie dont on parle, l'utilisation aujourd'hui, de vous et moi, je ne sais pas comment ça va se faire, mais le peuple centrafricain, quand il s'inscrit dans cette logique, je crois qu'ils mettront les moyens pour amener les gens à s'accoutumer. Et puis on ne peut pas se lever et créer une nouvelle monnaie sans maîtriser les contours. Les pieds bas de la chose. Mais bon, on attend de voir du jour au lendemain, on verra qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice. Mais à mon avis, c'est une décision salutaire politique qui peut quand même enclencher ou amener le pays vers le développement. Germain Pouli, vous l'aviez dit tout à l'heure, lorsque c'est Salvador qui expérimente le Bitcoin, la République centrafricaine suit. Pourquoi ce choix spécifiquement? Oui, c'est la question qu'on se pose. Ce pas de grands pays qui sont connus pour des prouesses sur le plan économique.
Alors pourquoi c'est eux? Mais on ne peut pas penser d'entrer que comme ce de petits pays. Ils prennent de mauvaises décisions. Non, nous savons tous que le numérique aujourd'hui, c'est l'avenir. Maintenant, c'est une monnaie qui n'est pas totalement maîtrisée et plusieurs pays la combattent, plusieurs institutions la combattent. On n'a pas envie qu'elle se démocratise. Maintenant, ces pays qui font ce choix-là, ce qui ne se trompe pas, les détracteurs diront qu'ils se trompent, mais ceux qui ont confiance en cette monnaie-là et qui pensent que c'est leur monnaie du futur, ils s'y inscrivent. Donc, tout de suite, on ne peut pas dire si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision, parce qu'on ne l'a pas pratiqué. Et pour faire un bilan, pour voir en termes économiques et sociaux, qu'est-ce que l'introduction de cette monnaie-là, cette crypto-monnaie-là a apporté aux Centrafricains. Mais dans un contexte africain général où le numérique est en voie de développement parce que nous n'avons pas un bon niveau d'implantation des outils numériques, c'est vrai que la jeunesse monte, Internet aussi ça monte, mais on n'est pas encore au niveau des pays développés. C'est peut-être là où se situait mon inquiétude. Mais après, je pense que ceux qui ont initié cette loi maîtrisent les contours de cette monnaie. Les députés qui étaient réticents finalement, qui ont voté, j'estime qu'ils ont été convaincus. Maintenant, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? On attendra de voir. Et je le disais tantôt, si demain ils réussissent, les autres pays qui se méfient de cette monnaie-là vont y aller. Parce que là, ils servent de cobayes, ils servent d'expérimentation dans un monde qu'on ne cerne pas totalement. Vous allez voir que les GAFA et tout ça, certains avaient leur propre monnaie aussi, qu'ils essaient de mettre en place. Et habituellement, c'est les échanges en ligne. On peut acheter et vendre avec cette monnaie-là en ligne. Elle pourra se répandre comme l'usage du numérique qui est en train de se démocratiser. Donc on ne peut pas tout de suite dire que c'est un mauvais choix. Parce que c'est l'avenir qui nous le dira. C'est une innovation et il ne faut pas non plus avoir peur d'aller vers l'innovation. Il faut y aller. Maintenant, c'est avec les risques aussi. Soit on se complaît dans ce qu'on sait faire traditionnel, qui est la monnaie fiduciaire, la monnaie qu'on connaît, les pièces, les billets. Mais même là encore aujourd'hui, vous savez qu'il y a quand même les transferts monétaires aussi qui marchent beaucoup. Ici au Togo avec T-Money, qui est un grand outil d'échange. Aujourd'hui, les gens n'utilisent plus beaucoup d'argent. Ils utilisent leur T-Money, ils paient leurs factures, ils achètent un certain nombre de choses. Donc, je crois que ça reste quand même l'avenir. Ce genre de transactions, demain, ça va s'imposer à nous. Maintenant, les bitcoins, la crypto-monnaie en général, on a envie, je crois que les autorités qui surveillent les monnaies en général ont envie de mieux surveiller ça. Parce que ça, on ne sait pas. On ne connaît pas souvent l'identité de qui envoie, qui reçoit, comment se font les transactions. Il n'y a pas un réel contrôle. Donc, comme ça reste sur les canaux digitaux, peut-être c'est là où il y a inquiétude. Maintenant, tout ça, est-ce que ça va mal finir un jour? On n'en sait rien. Mais je pense que c'est une bonne chose que ce pays essaie. C'est un pays qui est dans une situation très critique et toutes les solutions sont bonnes à adopter dans l'espoir de remonter la pente. Maintenant, si demain, Touadéra se casse la gueule sur ce choix-là, on dirait qu'il a mis le pays dans la merde. Mais si demain... Non seulement se casse la gueule, mais si Touadéra n'est plus au pouvoir, voilà. J'allais vous poser cette question. Si demain ça marche, on pourra dire, donc maintenant, si demain il n'est pas au pouvoir et que cette monnaie est ancrée dans le quotidien des Centrafricains et que ça marche, on pourrait même rebaptiser cette monnaie, lui donner son nom pour dire que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui cette forme d'échange assez bénéfique a lieu. Et donc tout ça reste à l'étape expérimentale surtout. Dans nos pays africains, dans un grand nombre de pays où la grande masse se méfie beaucoup, surtout les institutions traditionnelles se méfient beaucoup de cette monnaie-là.
Avant d'aller vers la CEDEAO, Firmin, dernière question sur ce sujet portant sur la République centrafricaine. Est-ce que l'adoption de cette monnaie, c'est encore une méthode pour pouvoir défier le colon? Ça, c'est très important parce qu'il y avait cela sur le plan militaire. Maintenant, peut-être que c'est sur le plan monétaire que le combat va se faire pour les Centrafricains. Oui, c'est une manière aussi de défier le colon, c'est pour lui dire nous sommes fatigués de la servitude, le temps est venu de nous en délivrer. Mais avant de répondre à cette question, moi je voudrais... C'est comme Imayaba qui disait quelque chose tout à l'heure en disant que les pays anglophones qui ont choisi, qui ont opté pour leur propre monnaie se développent mieux par rapport aux pays francophones. Moi j'ai deux petits exemples qu'il a sous ses yeux. Il y a la Guinée-Conakry qui a sa monnaie, mais la Côte d'Ivoire a gardé le franc CFA, mais la Côte d'Ivoire et la Guinée, au moment où la Côte d'Ivoire inaugure la construction de grands ponts dans des villes du pays, en Guinée-Conakry, on inaugure l'ouverture d'un centre ou d'une boutique de fabrication de petits biscuits. Donc vous voyez déjà nettement la différence. Soit Alpha Condé, sous Ouattara. Soit Alpha Condé et sous Ouattara. Donc c'est pour dire qu'en réalité, le problème, les Africains, ils veulent, excusez-moi, mais on ne veut pas voir le fond du problème, on veut tirer ailleurs. Vous voulez dire le fond du problème, c'est autre chose. C'est le fond comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Le fond du problème, c'est autre chose. Donc vous savez, cette manière aussi, c'est une manière, comme vous l'avez dit, vous avez posé la question, c'est une manière peut-être de défier un peu le colon. Mais les Africains, comme je le dis, ils ne perçoivent pas encore le fond du problème. Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'avais une certaine admiration pour les interventions du professeur Kakoun Bokor quand il a commencé par monter sur les chaînes il y a de cela plus de 10 ans. L'économiste togolais. L'économiste togolais. Et au départ, il disait aux Africains, le problème n'est pas d'aller créer sa propre monnaie. On ne se lève pas comme ça pour créer sa propre monnaie. Il faut avoir une économie forte d'abord avant de penser à créer sa propre monnaie. C'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver exactement dans le problème qu'a connu la Grèce. Parce qu'à l'époque, l'économie de la Grèce n'était pas tellement forte pour pouvoir supporter l'euro. C'est parce que les dirigeants grecs, ils ont dû maquiller leur compte en disant qu'ils faisaient partie aussi des pays riches. Et quand ils ont fait leur entrée dans la zone euro, mais leur économie a tellement chuté et ils se sont retrouvés dans des problèmes. Donc c'est pour ça que le professeur Kakoun Bokor a toujours dit, Africains, faites attention, l'important ce n'est pas d'aller vers une monnaie qui vous est propre, mais pensez d'abord à lutter contre la corruption, à redéfinir votre société sur le plan économique, à travailler pour avoir une économie forte. Le jour où vous aurez une économie forte, alors vous pourrez prétendre créer votre propre monnaie. C'est là où se pose fondamentalement le problème. Ce que les Africains devraient chercher, c'est d'assainir leurs finances publiques et de lutter contre la corruption et de travailler pour avoir apparemment, le président Touadéra est en train de faire tout cela. Peut-être qu'il n'a pas encore une économie forte. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il n'a pas d'argent, c'est un pays qui n'a rien, c'est un pays très pauvre, vous savez. C'est un pays riche, mais qui est pauvre. Un pays riche en sous-sol, on ne mange pas les richesses du sous-sol, il faut les transformer. Vous ne pouvez pas les transformer, mais alors qui les achète, tout ça? Peut-être qu'il y a la pesanteur politique aussi. Oui, bien sûr. Donc, c'est avec tout ça, là, comment je dis qu'ils n'ont rien en fait. Donc, c'est ça, il faut que nous travaillions à ce niveau-là d'abord pour avoir une économie forte. Et puis, quand on dit les colons, bien sûr, le problème c'est que, moi je veux être réaliste dans mes raisonnements. Regardez, entre-temps, dans la zone CEDEAO ou dans la zone Afrique, il y a ECO et ECO. Il y a ECO de la CEDEAO et ECO qui devrait remplacer le franc CFA. Vous savez. Où est-ce que nous en sommes en réalité? Moi, je me rappelle avoir assisté un peu, ou avoir suivi un peu la conférence qui avait été organisée à Lomé l'année dernière, mais ça c'était l'année dernière, sur l'ECO. Donc, au 3e jour de la conférence, il y avait des intervenants qui posaient cette question-là. Mais nous, depuis le 1er jour jusqu'à ce 3e jour, de quel ECO parlons-nous? Ça veut dire, ceux-là qui étaient venus de partout, de tous les pays, se sont dit, mais c'est comme on nous embrouille, c'est ça, dans leur intervention. Vous nous embrouillez, de quel écho parlez-vous? Ça veut dire que les Africains se sont retrouvés et ils ne savaient même pas le fond de leur discussion. C'est difficile. Ça veut dire jusqu'à présent, où est-ce que nous en sommes avec cette histoire d'écho? Donc on nous a donné, le colon dit, ok, réfléchissez à comment on peut sortir du franc CFA, où on peut muter, on peut quitter le franc CFA pour aller à écho. Au niveau de la CEDEAO même, on n'arrive toujours pas à s'entendre. Et au niveau de la zone qui utilise le franc CFA, on n'arrive toujours pas à s'entendre. On n'arrive toujours pas à faire un pas en avant. Juste dire qu'en réalité, les Africains ont tellement de problèmes qu'ils ne voient pas le problème réel en face. Le problème, l'Occident, la France, bien sûr, elle va changer pour aller en Europe. Mais n'oubliez pas,
la France ne va pas perdre maintenant. La meilleure des choses, pensons à réorganiser nos sociétés. Pensons à assainir nos finances publiques. Pensons à lutter contre la corruption. Pensons à nous redéfinir un modèle de société. Pensons à redéfinir le type de situation que nous voulons pour nos États. C'est à ce seul prix que nous pourrons prétendre aller vers l'émergence. L'émergence, on en a tellement parlé, on ne sait même plus là où nous en sommes aujourd'hui. Le problème Bitcoin, ça va rien changer en Centrafrique. On va quitter Bangui pour Ouagadougou et Conakry. La CEDEAO va-t-elle sanctionner? Pourquoi cette question? Parce qu'elle avait donné un délai, le délai du 25 passé, pour pousser les dirigeants burkinabés à réduire la durée de leur transition et pousser ceux de la Guinée-Conakry à proposer une durée, ce qui n'a pas été fait. Germain Pouli, on a vu la déclaration des deux gouvernements. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions de la CEDEAO lors du sommet prochain? On pourrait s'attendre à des sanctions, logiquement, mais raisonnablement, je pense que la CEDEAO, en son sein, est en train de se remettre en cause. Il y a une tendance portée par un chef d'État comme celui du Togo, qui n'est pas pour des sanctions pour sanctionner, mais pour des sanctions qui vont amener à une solution, et donc pour des sanctions qui vont aussi de pair avec la concertation et le dialogue permanent. Donc aujourd'hui, ces deux gouvernements n'ont pas répondu à l'ultimatum de la CEDEAO. La Guinée n'est pas prête à donner un calendrier électoral. Elle est dans une position qui dit assez clairement que ce n'est pas aux étrangers de venir régler les problèmes guinéens. Et dans cela, le colonel Doumbia l'a signifié à son opposition clairement, qui demandait une médiation pour leur dire que les Guinéens eux-mêmes vont régler leurs problèmes. Et au Burkina, on voit aussi que on ne semble pas réduire donc la durée de la transition. On pense qu'on a besoin de ce temps-là pour mettre les choses en ordre, et on fait d'autres choix, comme ce par exemple de pouvoir tenir langue avec les terroristes pour voir un peu comment obtenir une trêve. Et parallèlement à tout cela, on voit aussi une société civile africaine qui vient un peu au secours de ces militaires-là, et qui fait aussi du lobbying auprès des dirigeants de la CEDEAO qui étaient à Accra dernièrement, donc pour négocier et qu'on arrête un peu avec ces sanctions-là. Donc au sein de la communauté, c'est dire qu'il n'y a plus d'unanimité autour d'une application stricte des sanctions pour ceux qui sont des contrevenants aux règles de la communauté, surtout ceux qui déstabilisent l'ordre constitutionnel et qui ne sont pas pressés d'organiser une transition qui aboutirait à la mise en place des institutions issues des urnes. Et maintenant, ils ont été clairs, la CEDEAO répondra. Logiquement, on devrait s'attendre à des sanctions, mais je pense que raisonnablement, la CEDEAO doit trouver d'autres moyens pour pouvoir régler ces problèmes-là. En Guinée, c'est peut-être un peu plus facile, mais au Burkina, il y a des problèmes sécuritaires qui viennent s'ajouter, tout comme au Mali, il y a un problème de retour à l'ordre constitutionnel. Et on voit que les armées qui ont pris le pouvoir dans ce pays-là, ces hommes-là qui ne sont pas des civils, ont une autre méthode, et qui sont déjà dans l'illégalité, mais qui veulent atteindre un certain nombre de résultats pour justifier leur éruption dans la vie politique. Donc je crois que c'est un peu cela l'enjeu, et il faut que la CEDEAO tienne compte de ça, parce que après toutes ces sanctions-là, la vérité c'est que ceux qui sanctionnent se sanctionnent eux-mêmes. Parce qu'ils se privent d'argent, ils se privent de relations en coupant les ponts avec les autres, alors qu'on est appelé à vivre dans un espace économiquement fort. Et on a vu un peu ce que les sanctions contre le Mali ont pu apporter à la CEDEAO. Il y a eu beaucoup de pertes, et quand on prend un pays comme le Togo,
qui a plus de 75 milliards d'échanges par an avec le Mali, il n'a aucun intérêt à perdre cet argent-là parce qu'il y a des militaires qui ont pris le pouvoir et qu'il faut finalement que le peuple togolais souffre parce que des militaires ont pris le pouvoir au Mali. Donc la CEDEAO va revoir, je pense, sa stratégie. Les sanctions restent la règle. Mais je pense que actuellement, et avec la multiplication de ces coups d'État-là, il y a plusieurs fronts, c'est 3 pays qui sont en train d'être gérés, c'est difficile. Quand c'est un pays, c'est plus facile, ça fait 3 pays, et si 3 pays vont vers un retrait, ils ne l'ont pas dit clairement, mais leur position, quand ils commencent à violer les règles de la communauté, c'est que c'est des menaces pour dire qui sont prêts à quitter la CEDEAO, ils ne sont pas encore à ce niveau, c'est vrai, mais le fait qu'ils s'opposent et qu'ils tiennent tête à la CEDEAO laisse envisager cela. Et pour que cette communauté tienne, il faut revoir une autre forme de solution. Oui, les sanctions sont là, firmées Teko Agbo, mais face aux réalités, la CEDEAO doit peut-être revoir sa copie. Non, je pense que Faure Gnassingbé a déjà mis les pieds dans les plats. C'est-à-dire dans les plats de la CEDEAO, bien sûr. Donc ça va être tellement difficile à la CEDEAO de tenir encore une posture radicale. Comme celle qu'elle a tenue vers le Mali. Faure Gnassingbé a déjà tout bousillé en quelque sorte. Le réalisme de Faure Gnassingbé doit normalement faire réfléchir à certains patrons de la CEDEAO. Donc avant de réagir... Est-ce que les lignes vont bouger face au président Alassane Ouattara? D'ailleurs, le président togolais était à Abidjan. Et surtout le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Oui, non, par rapport à Ouattara, Ouattara et Faure Gnassingbé se comprennent un peu. Et Ouattara et Faure Gnassingbé, ils se comprennent beaucoup, et ça va beaucoup jouer. Et Ouattara, c'est un poids dans la zone CEDEAO. Et Ouattara, n'oubliez pas aussi que c'est un pilier de la France. Et que le Togo, stratégiquement, la France a besoin de lui. Donc la voix du Togo, ça pèse. Donc vous avez vu, Faure Gnassingbé a pris du temps avant de se prononcer sur la question. Il a montré tout d'abord son désaccord vis-à-vis des premières sanctions envers le Mali. Le jour-là, il ne s'était pas rendu à Accra. C'était son ministre des Affaires étrangères qui était allé, ça veut dire Robert Doucet, le professeur Robert Doucet qui était allé. Donc ça partait de là. Et aujourd'hui, officiellement, il a affiché sa position. Et donc ça va mettre mal à l'aise les prochains sommets ou les décisions qui vont sortir, qui vont découler des prochains sommets de la CEDEAO. Quoi qu'on puisse dire maintenant, quoi qu'on puisse faire, on ne tiendra plus la ligne dure comme on l'a tenue vis-à-vis du Mali, parce que les États se rendent compte qu'ils sont en train de perdre. Pardon. Et si les lignes ne sont pas dures pour le Burkina et la Guinée, il va falloir comprendre aussi les Maliens et accepter les 2 ans, marcher ensemble. Oui, peut-être on va accepter les 2 ans. Le problème du Mali, c'est quoi? C'est que les Maliens ont tenu des positions trop frontales, en fait. C'est ça le problème du Mali. Vous voyez, la Guinée, la CEDEAO n'arrive pas à la gérer. Parce que la Guinée ne parle d'aucun délai, en fait. Donc la Guinée, là, elle parle toujours de l'interne et tout ça. Donc la Guinée c'est mieux que le Mali qui avait proposé. Oui, c'est mieux que le Mali. Face aux réalités, essaie de changer. Oui, c'est mieux que le Mali qui a fait 2 coups d'État, en fait. Donc qui a montré, qui a dit 18 mois après, qui parle de 5 ans et puis des positions tellement frontales vis-à-vis du colon entre guillemets et vis-à-vis de ses pairs de la CEDEAO. Et par rapport au Burkina Faso, le Burkina aussi a été un peu tendre dans ses comportements vis-à-vis de la CEDEAO, a été un peu tendre et respectueux vis-à-vis de la CEDEAO et des autres partenaires internationaux. C'est ça, en fait, c'est pour cela que la position de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée, vis-à-vis du Burkina Faso, est bien différente de sa position vis-à-vis du Mali. Il n'y a pas l'autre réalité, la présence des Russes, des instructeurs russes pour certains
des mercenaires pour d'autres. Oui, Il n'y a pas la réalité là. Non, il y a aussi la réalité. C'est pourquoi aussi la CEDEAO se bat, n'oubliez pas. C'est-à-dire de jouer un peu le défenseur, l'avocat de la France, de la France, pour faire partie peut-être à l'avenir les Russes. Mais ce qui est important pour le moment, c'est d'arriver à discuter avec les deux jeunes, Guinée et Burkina Faso. Sans oublier celle du Mali. Celle du Mali, moi je ne veux pas en parler pour le moment, mais on va voir comment on va gérer. Bon, mais les sanctions... Le titre, il n'y a pas le Mali. Donc vous avez raison, allez-y. Non, bien sûr, je vais y venir. Mais pour le moment, les sanctions peut-être qui vont tomber, mais si sanctions il y aura, donc elles vont être beaucoup plus souples. Juste, on va essayer, comme Fonia Singbe l'a proposé, on va essayer de dialoguer avec les deux là. Peut-être on va essayer aussi de planifier ou de mettre en place un calendrier pour discuter avec les frères du Mali. Parlant justement du Mali et des instructeurs russes, vous savez, je vais dire ceci, surtout pour les panafricanistes, vous savez, le monde est à droite. C'est-à-dire, le monde, c'est la promotion des valeurs républicaines, la promotion des valeurs de la démocratie. C'est l'Occident qui dirige le monde. Quoi qu'on puisse dire, c'est les États-Unis, c'est l'ONU, les Occidentaux qui dirigent le monde. Quoi qu'on puisse dire. Ça veut dire, les Russes, c'est le communisme. Vous savez, la guerre froide, avec la dislocation du bloc socialiste, c'était en quelque sorte, entre guillemets, la fin du bloc communiste. Même s'il y a aujourd'hui l'émergence d'autres puissances communistes, les États-Unis et les autres occidentaux vont toujours s'évertuer à combattre le communisme partout où il y aura. C'est ce que les gens cherchent par tous les moyens aujourd'hui. Ils veulent changer cela. Non, oui, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez, je vais vous dire ceci, quand vous voyez les Russes qui sont aujourd'hui, peut-être en Centrafrique, les Russes qui sont au Mali, les Russes qui sont au Mali, non? Oui, au Mali, et puis les Burkinabés aussi qui réclament les Russes. Mais le temps vient, le temps va venir. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est parce que les Occidentaux se disent Poutine, il ne réussira pas à conquérir ou à annexer l'Ukraine. C'est-à-dire, on ne va plus travailler à travailler à la propagation de l'idéologie communiste. Donc, le temps viendra où les Russes vont lâcher les Africains. Quand les Occidentaux vont se retrouver face à face avec les Russes, et puis vont leur poser les choses en disant messieurs, laissez l'Afrique. Regardez ce que nous vous offrons, ils vont lâcher les Africains. Et ce sont les Africains qui vont perdre. Que les Africains ne se mettent pas à l'esprit que le communisme va gagner le monde entier. Ce n'est pas possible. Le monde entier, c'est sur des valeurs républicaines, c'est sur des valeurs de la démocratie. Le communisme n'ira pas loin. Africains, détrompez-vous. Allez, on marque la pause pour le journal. Je sais que comme Valentin Mayaba a envie de réagir, la pause, elle s'impose pour le journal. On revient avec nos chers invités.